Live the moment. Et après, demain, on verra. Salut l'équipe, l'été sur First Team se poursuit et en attendant les grands championnats du monde qui auront lieu aux Philippines, notamment les phases finales où on sera d'ailleurs, mais point entre l'info, on va vous proposer une petite mini-série. C'est une première sur First Team puisqu'on est allé en déplacement à Bordeaux rencontrer un ancien joueur NBA qui a défendu sur LeBron, qui a défendu sur Kobe. Thomas, bonjour, on est avec Avec Mike Petrus, bien sûr. Vous savez que chez First Team, on adore donner la parole à tous les acteurs qui sont allés en NBA, qui sont allés aux États-Unis, etc. Et donc, hop, une ligne de plus à notre palmarès. Mike Petrus est avec nous aujourd'hui. Salut Mike, ça va? Ça va les gars? La forme? On y arrive enfin. Ouais. On y arrive? Eh poto, honnêtement, ça fait combien de fois que je te dis qu'on doit se faire une interview et que tu me dis non, mais si... Mais non, faut mais venir. parce que si tu veux, j'avais un peu peur parce que quand on était jeune, j'étais tellement battu. Donc je me suis dit, il va me proposer d'aller sur le terrain avant de me proposer l'interview. Et d'essayer de retrouver ce qu'on avait à l'époque, cette compétitivité que j'ai Je crois que gagnée. Voilà. je crois que j'ai fait mon deuil de... Mais attends, je réfléchis, est-ce que je t'ai battu une fois? Non. Jamais. Jamais. C'est vrai? J'ai fait des jamais. bons matchs quand même. Je t'ai laissé mettre quelques points. C'est une bonne ambiance, en tout cas, cette interview. Ça, c'est quand j'avais 15 ans. Hein. En tout cas, on est content de t'avoir puisque tu as mis un peu certaines de tes conditions, mais c'est tout le personnage Mike Petrus qu'on va vouloir aussi découvrir autour de cette interview. Tu voulais pas monter à Paris dans un studio, tu voulais faire ça un peu à la cool, ici, chez toi maintenant, désormais, à Bordeaux, où tu vis depuis 6 ans. Ouais, c'est vrai que Bordeaux, c'est une région que j'aime très bien. Je me sens bien ici. Bon, Paris, j'y vais de temps en temps voir la famille. Mais j'aime bien mon petit paysage, j'aime bien être à la campagne. Et depuis mes années NBA, je suis à Bordeaux. Et voilà. Aujourd'hui, tu parles de. Là, tu disais la NBA, on va revenir sur toute ta carrière. Moi, j'ai plein de questions avec Erwan. On a plein de questions à te poser sur tout ton parcours, avant et même après la NBA. Mais avant de parler de tout ça, je voulais quand même te dire le regard que j'avais sur toi. Parce que donc moi, je suis plus jeune que vous deux, vous êtes de la même génération. J'ai suivi toute ta carrière, je me souviens de toi à Pau, bien sûr. Je me souviens de toi dans toutes les équipes dans lesquelles tu as joué. Mais j'ai aussi ce truc de me dire, bah ouais, Mike Petrus, c'est Air France, un athlète extraordinaire qui a défendu face aux plus grands, mais qui a souvent été blessé, qui a peut-être pas exploité son potentiel jusqu'au bout. Est-ce que tu comprends le regret que moi, j'ai en tant que fan de basket sur ta carrière? Je peux comprendre le regret que tu as envers ma carrière. Moi, personnellement, je n'ai pas de regret sur ma carrière. Parce que je n'ai pas essayé de faire carrière, j'ai essayé d'avoir du plaisir sur le terrain avant. Parce que je me suis dit un jour, ça allait se terminer et que j'aimerais partir avec le sourire sur le terrain, peu importe les circonstances. C'est vrai que j'ai été souvent blessé, c'est vrai que l'avion, des fois, il décollait, des fois, il était sur le sol. Sur le Mais tarmac. après, ouais, sur le tarmac. Mais pour moi, le plus important, c'était de garder le sourire. Et moi, je ne me prends jamais la tête. Ça a été toujours ma devise. C'est live the moment. Et après, demain, on verra. J'ai jamais essayé d'essayer d'être le plus grand joueur du monde. Je savais que mon maître, c'était Jordan. Moi, j'essayais juste d'avoir le sourire sur le terrain. Et vous verrez souvent quand je joue, j'avais toujours le sourire sur le terrain. C'est vrai que c'est un truc qui ressort souvent. Quand je pense à toi sur le terrain, tu as toujours la banane. Toujours en train de kiffer le moment présent. Et c'est aussi ce que je ressens là aujourd'hui. On discute depuis tout à l'heure sans les caméras. Et je sens un gars qui est épanoui. Je suis épanoui parce que j'ai jamais dévoilé ma personnalité. C'est vrai que de temps en temps, dans les médias, on disait que Mike Petrus, il est ceci, il est cela. Mais moi, je laissais faire. Je n'ai pas envie aujourd'hui, à 41 ans, d'aller voir les anciens journalistes et dire « mais pourquoi ?» À l'époque, je jouais au basket, maintenant c'était le monde entier, maintenant c'est terminé tout ça. Et donc j'essaie d'apporter, c'est-à-dire de la lumière à cette nouvelle génération. Les jeunes qui puissent un jour faire mieux que moi, faire mieux que les autres joueurs. Est-ce que tu as l'impression quand même, moi je te connais depuis qu'on a 15 piges du coup, mais on parlait beaucoup quand on était jeunes de nos rêves, de ce qu'on avait envie de faire. Est-ce que tu avais l'impression des fois d'être un peu incompris au fur et à mesure de ta carrière? Non, pas du tout. J'essayais pas de me faire comprendre. Tu n'avais pas envie de te faire comprendre? Non, c'est pas question que j'avais pas envie de me faire comprendre. Je comprenais moi-même ce que je voulais moi. Après le reste, je ne suis pas responsable du message transmis et la façon de penser. Ce n'est pas mon ADN. C'est-à-dire que mon ADN, c'est de prendre du plaisir. Et peu importe ce qu'on dit sur moi, le sourire sera toujours là.
Et je veux être toujours positif parce que je suis quelqu'un de positif et je veux transmettre ce message à travers la télé, à travers pour ces enfants qui me regardent et qui se disent ah, ce mec, il est toujours positif, j'aimerais bien être comme lui. Et donc, c'est pour ça que moi, je ne me prenais jamais la tête. Tu ne te prenais jamais la tête. On va revenir sur le début. Ça commence donc en Guadeloupe. Et puis, tu arrives très tôt en France. Tu as mon âge, tu as 15 ans, entre 15 et 16 ans. Quand tu arrives à Pau, en 98, il y a déjà ton frère Florent qui est là depuis 2 ans. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe, ton arrivée en France, à Pau. Au fait, mon arrivée à Pau s'est fait 2 ans avant mon arrivée à Pau. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y avait Ronnie Coco, il ne faut pas oublier, c'est Ronnie Coco, mon frère, qui jouait à Pau. Demi-frère, pour moi c'est la même chose. Qui jouait déjà à Pau. Et puis lui, il est parti, il venait de temps en temps, il nous envoyait des sneakers, tout ça, voilà, des chaussures. Et puis, moi, mon déclic, c'était, même avant que Florent parte, moi, franchement, je voulais monter dans un avion Air France. Au fait, c'est bizarre parce qu'on m'a donné ce rêve. Déjà là. On m'a donné le surnom Air France. Et ça tombait très bien. Mais ça, je ne l'ai jamais raconté à personne. C'est au fait, quand je voyais chez ma grand-mère l'avion qui décollait, je me suis dit, j'aimerais bien aller en France, être dedans. Et c'est comme ça le surnom est venu après. Et donc, quand je suis parti à Pau en 98, mon but c'était de ne jamais remettre les pieds en Guadeloupe. Sauf que si j'allais en vacances. C'était mon objectif. Et étant donné que j'avais perdu ma mère quand j'avais 11 ans quand même, donc c'était quand même dur pour moi. Et donc je me suis dit, hey, Mike, tu ne reviens plus. Et ça m'est arrivé aussi le jour où je suis parti en NBA. Et donc pour moi, je garde toujours pour moi ce rêve. Parce que j'estime que c'est ce qui me permet d'avancer. C'est pour ça que Mike, des fois, il est un peu fermé. C'est pour ça que je ne raconte jamais mes histoires. Parce que c'est quelque chose qui est gravé en moi et j'aimerais transmettre à mes enfants. Et après, si demain je dois partir avec. Comment ça se passe quand tu arrives à Pau? C'est un club qui, à l'époque, est champion de France, vient d'être champion de France. En 98, les cadets viennent de gagner aussi la Coupe de France. Il y a beaucoup d'attentes déjà sur toi, alors que ça va être ta première année au club. Quand je suis arrivé à Pau, honnêtement, ils n'auraient pas mis 5 centimes sur moi. Ils n'auraient pas mis 1 centime. Et puis je suis arrivé, je vais vous dire, j'avais des lacunes comme tout le monde. Je ne comprenais pas un système. Il y avait des joueurs majeurs qui étaient devant moi. Mais je me suis dit, en bossant, je vais y arriver. Et donc, je bossais, c'est-à-dire que j'ai appris à regarder le comportement des autres, même en étant jeune. C'est-à-dire, je regardais à l'heure qu'ils arrivaient à l'entraînement et à l'heure qu'ils partaient de l'entraînement. Donc, je me suis dit, il va falloir que j'arrive 1 heure avant, faire l'entraînement et repartir 1 heure après. Et je passais des heures et des heures sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on a vu une telle progression qu'on faisait le fameux pour Biarritz, à l'époque de notre époque, quand on était jeunes. Et c'est pour ça que tu as dû remarquer une telle progression. En fait, ça vient de là. Mais moi, c'est ce qui m'avait choqué, c'est qu'on se joue la première fois. C'est en août 98, c'est un tournoi de prépa. On me dit, tu vas voir, il y a un mec en face. Athlète, attention. Bon, je prendrais une énorme claquette offensive sur la poire. Je pensais qu'en fait, si je voyais ça qu'en NBA. Mais ça, c'est presque anecdotique. Tu joues 4, je joue 4, on se tire la bourre. Je te rejoue 6 mois plus tard dans un match de gala à Biarritz. Ils te font redescendre d'espoir parce que tu joues quasiment plus en cadet et tu joues poste 2. Et là, j'ai fait ah ouais, en fait, on ne s'entraîne pas pareil. En tout cas, on n'a pas la même progression. Et ça, c'est ce qui m'avait le plus bluffé déjà. C'est que tu puisses passer d'un poste 4 ou moi à un poste 2, alors que moi, je rêvais de jouer poste 3 et dans le dribble, c'était compliqué. Toi, direct, tu jouais poste 2, tu driblais, tu shootais. Ta progression, elle a été tellement rapide. Tu l'as senti, ça? Ben, c'est pas question, je l'ai senti. C'est-à-dire que pour moi, c'était devenu machinal. C'est-à-dire que je m'entraînais pour progresser. Je m'entraînais pour être meilleur que le lundi, pour être meilleur que mercredi. Au fait, j'étais en mission dans ma tête. Mon but, c'était d'être le plus complet possible afin d'aller chercher 2 joueurs. Et Ronan Beautraite? Non. Tu pensais à moi un peu à l'époque, quand même. Beaucoup. Mais il y avait, je vais vous dire, il y avait 2 joueurs emblématiques de Pau qu'on appelait les frères Gadou, que j'adore très bien. Et quand je suis arrivé avec Florent, je me suis dit, il va falloir les mettre à la retraite. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait les frères Pietrus.
Et donc, c'est pour ça que mon but, c'était de prendre leur place. Et dès que je mettais le pied sur le terrain, c'est-à-dire à l'époque, on s'entraînait avec les pros, donc le petit jeune. Moi, je ne voulais pas les respecter. Je voulais respecter aucun pro. Parce que la nouvelle génération, c'était moi. Après, les gens ils peuvent prendre ça pour de l'arrogance. Hein. Ce n'était pas de l'arrogance. C'est comme Kobe, la mentalité de Kobe. Moi, quand je l'avais, quand j'étais jeune, ce n'est pas la même mentalité, mais j'avais cette mentalité quand j'étais jeune. Nous, à l'époque, on disait, moi je t'aimais beaucoup, on s'aimait beaucoup, mais on se disait, ouais, il se la raconte. Mais exactement par rapport à ce que tu dis. C'est plus de l'ambition. Ouais, alors qu'en fait, 20 ans après, on se rend compte qu'effectivement, c'est de l'ambition. Et la suite va complètement dans ton sens, mais nous, on ne comprenait pas en fait. Quand tu me disais des trucs, ouais, je suis à l'entraînement, je vais défoncer les pros, je me dis, mais il se la raconte. Alors qu'en fait, non. Ouais, mais parce que y a des gens qui ont une vision contraire à la vôtre. Et moi, je voulais toujours garder ma vision. Et ça peut faire passer pour de l'arrogance, je suis d'accord, mais j'étais sûr de moi. Et et voilà, j'ai été récompensé en finale NBA en 2009. Mais je vous laisse, on y reviendra. Voir. Quand tu arrives à Pau, ça faisait combien de temps que tu joues au basket? Quand je suis arrivé à Pau, ça faisait 2 ans que je joue au basket. Ok, 2 ans que tu joues au basket. Et raconte-moi, parce que c'est marrant qu'on parle de Mike Pietrus, mais j'ai envie d'avoir les duels face à Erwan. C'est quoi tes souvenirs de vous deux sur le terrain? Ah, les souvenirs. Franchement, je veux vous dire, c'est pas parce qu'il est à côté de moi. Erwan, ça a été toujours un joueur que j'ai apprécié. Pourtant, j'ai joué Kobe. Non. J'ai joué Kobe, j'ai joué Tracy McGrady. Mais Erwan, à l'époque, c'était pas un concurrent, mais c'était un adversaire il fallait que j'avais faim. Il le sait. Dès que je voyais Biarritz, Pau, Erwan, j'avais faim. Putain, tu sais ce qu'ils ont fait un jour, ces bâtards de Pau? Parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on jouait Pau, après, Mike, il jouait avec les espoirs, voire avec les pros, et on ne savait jamais contre nous s'il allait jouer. Et un jour, on va à Pau Nord-Est, match important un peu. Et il avait joué la veille avec les espoirs, et tu vois, on était là, est-ce qu'il joue? On s'échauffe. On regarde les mecs c'était à Pau Nord-Est, on regarde les cadets s'échauffer et tout. Pas de Mike. L'arbitre, il siffle 3 minutes. Il sort pas du vestiaire, ce bâtard. Il sort du vestiaire comme ça, il me regarde, il fait « Ah !» Je fais « Putain !» Le mec, il faisait des scénarios et tout. Et du coup, bon, on avait évidemment perdu parce que chaque fois contre Mike, c'était compliqué. Mais moi, c'était les matchs de ma vie. Quand j'appelais mes parents, je disais « Ah, j'ai encore joué contre Michael Pietrus, nanana. » Et ma mère, je me souviens, quand Flo était à Levallois, il y a quelques années, donc c'est à côté de Webedia où on travaille, on était allé au restaurant, il y a Flo qui était là et j'ai présenté Florent à ma mère. Je fais, maman, tu te souviens les frères dont je te parlais à Pau? Elle fait, ah oui, les frères Pietrus. Je fais, voilà, ben c'est à cause d'eux que j'ai pas réussi. Et Florent était un peu gêné de ça et tout, mais je transmets pareil que toi. Et mes parents se souviennent, avant que tu sois NBA, et tous se souviennent de vous. Mais tu vois ce que tu dis, ça peut paraître ce que je dis précédemment avec les Kobe, mais même les parents, ça a été gravé. C'était une rencontre que même Erwan, dans son bus, en venant à Pau, il avait déjà peur. Non, j'avais pas peur. J'étais concentré. Il savait à quoi s'attendre. Non, mais c'était les bonnes années. Moi, franchement, pour moi, c'était des bonnes années. C'est vrai que la NBA, c'est voilà, mais pour moi, ça fait partie des bonnes années. Souvent, quand on parle avec des gens comme toi qui ont eu des longues carrières, vous avez touché le plus haut niveau possible de notre sport, souvent, les jeunes années, c'est ce qui vous marque le plus. Tu vois, quand on parle, je vois ton sourire. Tout de suite, il y a beaucoup d'émotions. C'est un truc, tu vois, que j'ai eu avec chacun des mecs qu'on a interviewé. Ça me fait plaisir. Ça te rend humain, Mike. Ah, mais merci. Moi, j'aimerais qu'on enchaîne. C'était rigolo de jouer contre moi en cadet. Voilà. Mais il t'attendait quand même beaucoup de choses après. Moi, je sais qu'en espoir à Pau, à cette époque-là, vous avez potentiellement aligné, vous ne l'avez pas fait souvent, la meilleure équipe espoir de tous les temps. Mais personne n'en parle. Ben nous, on est là regarde, on est là pour ça. Regarde, moi je pense qu'il y a donc Boris, Flo, Arthur Drozdov, toi, Fabrice Periac. Ouais. Pour moi, je pense que c'est... Et on sait qu'il y a eu le Grand Dijon, avec Patch Morland à l'époque, il y a eu le Grand Cholet, tout ça. Mais je pense que pour moi, potentiellement, c'est la meilleure équipe sport de tous les temps. Bon, je ne peux pas dire que c'était la meilleure équipe parce que... on n'a pas beaucoup joué ensemble parce que la plupart du temps, avec Boris, Florent, on jouait pro. Et puis quand il y avait des matchs durs contre Antibes, on faisait les matchs des espoirs, mais au premier quart-temps, c'était déjà plié. Donc on s'asseyait dans les vestiaires pour repartir pour le match pro.
Mais non, on avait une belle équipe. On avait une très très belle équipe. Franchement, c'est dommage qu'on puisse pas revivre les années espoir et les transmettre aux jeunes, tout ça. Donc c'est pour ça que des fois, j'aimerais bien qu'on revive ça, qu'on fasse Entre les quelque chose. archives, quoi. Les archives pour Ouais. les jeunes. Pour moi, c'est très important de pouvoir transmettre le savoir-faire qu'on avait en centre de formation aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'est plutôt Instagram qui font les joueurs que le coach sur le terrain espoir. C'était coaché par Jackie Comer, hein. On va pas oublier Jackie. On- Vous avez ouais. eu Jackie après Laurent qui a fait la transition, Laurent Villa, Ouais, voilà, on a eu Jackie Comer, Laurent, et puis Claude Bergeau, chez les pros évidemment. Fred Sarr, très, très bon coach Fred Sarr. Et puis je suis parti après Fred Sarr. Parle-nous un peu des premiers pas, du coup, en professionnel. Parce que tu parlais de l'équipe Espoir, mais l'équipe pro aussi a été extraordinaire. Tu es 2 fois champion de France. Ouais, au début, au fait, j'ai fait mes premiers pas en même temps que Tony Parker. Et à l'époque, Tony jouait au PSG, quand PSG, ça s'appelait PSG. Et lui, je pense qu'il y avait Didier Dobel. Et moi, pas Claude Bergeau, j'avais Claude Bergeau. Et après, tu sais, on rentrait à 1 minute. Et puis on se regardait, on essayait de jouer, on essayait de mettre un petit point. Tu sais, quand tu mettais 2 points, tu étais content. Mais en fait, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs avec Tony. C'est hormis le titre qu'on avait gagné. Mais au fait, on faisait des 1 minute, on rentrait chacun, mais on était si jeunes. Mais on avait cette envie de pouvoir gérer une équipe et l'amener jusqu'au bout. Mais on ne pouvait pas parce qu'on était considérés comme des jeunes en bas âge. C'est l'histoire de notre basket, hein, de toute façon, que les jeunes... Bon, bien sûr, il y a Victor qui est un ovni, mais ça, on en parle tout le temps aussi, sur le fait que les jeunes Français n'ont pas franchement leur chance avec les professionnels. On sait que les équipes pro... il y a beaucoup de conséquences, hein. Tu descends en Pro B, ça peut être terrible. Mais ça, c'est encore une fois un grand joueur français, une légende française qui nous dit on grappillait des minutes, mais sans avoir réellement notre chance dans la rotation. Et ça, tu le regrettes, j'ai l'impression. Non, je ne regrette pas parce que... Ça n'a pas duré très longtemps. Non, ça n'a pas duré très longtemps. Parce que le déclic pour nous, ça a été financier. Et donc, si tu veux, on avait cette capacité à voir plus loin et à jouer, à vouloir gérer une équipe. Avec Tony et Boris, il était à l'INSEP. Donc Boris, il est arrivé après. Donc on avait cette vision, cette capacité de pouvoir jouer 30 minutes. On était capable de le faire. Je ne sais pas si réellement les 30 minutes on serait capable, mais on avait cette vision, voilà, on avait cette vision de NBA, de vouloir être grand. Dès cette époque-là, là, tu pensais, tu étais sûr d'aller en NBA? Enfin, pas sûr, mais en tout cas, On n'était c'était pas- ton but. On n'était pas sûr, mais on avait le potentiel pour. Parce qu'à cette époque-là, vous êtes la première génération. Tony qui est 1 an avant vous. 2 ans mais, avant. 2 ans avant. Mais Boris, toi, vous êtes la génération Tony qui est 2 ans avant. Vous êtes la génération qui ouvre les portes derrière à tous ceux qui vont aller en NBA. Et tous ceux qui y vont encore aujourd'hui même. Ouais, on avait une génération, qu'on a été joué à Zadar, c'était Pierre Vincent, le coach. Je pense que c'est la Championnat meilleure, d'Europe cadet, la meilleure équipe cadet que l'équipe de France ait connue. On démontait tout le monde. Il y avait Tony, Boris, Yacouba. moi, Yacouba, Guillaume Yango, Ronny Turiaf, Robert Michalski. Ça, c'était une Guillaume belle Zazac. équipe. On avait une belle équipe. Non, c'était une belle équipe. Franchement, ça, c'était une belle génération. Vous m'avez un peu oublié dans les années 82 quand même. Hein. Non. 13e homme, Erwan. 17e. Ouais, 17, ça va, 17. t'es dans le J'aurais coup. pris quand même. Ouais, c'est clair. Maintenant, quand on commence à Pau Pro, c'est pas comme quand on commence à Pau ailleurs, surtout à l'époque, c'est qu'il y a le championnat de France et il y a l'Euroleague. Et que si on te fait jouer, il faut répondre aux attentes. Parce qu'à l'époque, Pau, ils sont ambitieux. Ils rêvent de top 16 d'Euroleague, ils veulent être champion de France. Et là-dessus, tu réponds rapidement, très vite, des 2 côtés du terrain. Parce que j'étais prêt. Je voulais amener Pau le plus loin possible. Et je voulais connaître qu'est-ce qu'un grand joueur. Et un grand joueur, ça ne me faisait pas peur. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait Herreros. J'ai joué à l'époque contre Edo Thiokoglu, quand il était à FS Pilsen. Et j'ai joué contre Koutlouaï. En fait, quand je shoot les 3 points au corner, au fait, ça vient de là aussi. Lui, j'aimais ce joueur. Il faisait que les corners. Et je ne sais pas, ça m'a donné envie. Et après, je me suis mis à shooter les shoots au corner. Mais j'ai jamais eu peur de mettre les pieds en Euroleague. En fait, toute ma carrière, j'ai jamais eu peur. Même quand j'ai affronté le Kobe pour la première fois, je me suis dit, c'est normal, s'il met 50,
c'est Kobe. S'il en met 30, ben, c'est Kobe. Mais s'il en met 10, le crédit, c'est pour moi. T'es gagnant, quoi. Mais c'était rare, c'était rare. Ouais, c'est très rare, c'est clair. Justement, on va ouvrir le grand chapitre, de la NBA. Et on va commencer par la draft, le process. Aujourd'hui, on connaît tout ça par cœur parce que les réseaux sociaux, parce que de toute façon, chaque année, il y a plein de Français qui y vont. Mais à l'époque, 2003, la draft de LeBron, c'est comment le process de draft? Comment ça se passe les quelques semaines, les mois avant? Mais il y a un truc que vous n'avez pas connu, et c'est peut-être sorti dans les médias, mais pas trop. Au fait, c'était le match 2 ou le match 3. Des finales? Ouais, des finales, on perd à Lasvel. Et Boris et moi, on devait avoir un avion privé pour aller à la draft le lendemain ou le soir même. On perd. Le président, il dit personne ne part. Et du coup, on est obligé de rentrer, pour jouer le Game 4, la dernière finale. Le match, la belle. Et donc, le soir, je suis avec mon manager. Et il me dit, ouais, la draft, c'est à 3h du matin. J'ai dit, OK, moi, je vais aller dormir. Et 20h, 20h30. Moi, je ne pouvais pas tenir jusqu'à 3h du matin. Donc, je suis parti dormir. Et donc, à 3h du matin, on me réveille. Ah, t'as été drafté à San Francisco. Ben, c'est où San Francisco? On me dit les Warriors. Je n'avais jamais entendu parler de l'équipe. Non, je ne savais pas où c'était. Je n'avais aucune idée qui était dans l'équipe. Je ne savais pas où je mettais les pieds. Et le pire, c'est que je suis monté à bord d'un Air France. On a fait 15 heures de vol et arrivé à San Francisco. Je me suis dit, oula, ça va être chaud. Faire 15 heures de vol pour aller en France l'été, je ne vais pas le faire. Et après, je me suis retrouvé à Oakland, à San Francisco, et puis j'ai conduit, l'équipe était à Oakland. Et moi, Oakland, moi, je ne connais rien dans cette ville. On me dit déjà, je parle un peu anglais. Et donc, j'arrive, il y a les caméras, il y a les flashlights. Our first drive pick. Aujourd'hui, je peux le dire, le first drive pick, parce que moi, je ne connais rien, moi. Bref, j'arrive là-bas, les caméras, les questions. Donc, moi, je réponds yes or no, parce que moi, il ne faut pas me poser trop de questions. Hein. Et puis, voilà, ça s'est fait comme ça. 11e choix, quand même, c'est pas rien, quoi. C'est un 11e choix de draft, à l'époque, en plus. Est-ce que je l'ai mérité? Je dirais que oui. Je ne vais pas me faire en compliment tout seul, parce que pourquoi? Parce que ce qui m'a motivé, c'est... par contre, j'ai fait déplacer Jerry West à Pau. Hein. Attends. Ça, raconte-nous. Vous n'êtes pas au courant. Hein. Ah, mais voilà. Mais tu dis rien. Ça fait 5 ans que je veux te parler, frérot. Maintenant, dis-moi tout. Jerry West s'est déplacé à Pau. Il s'est déplacé à Pau parce qu'il avait entendu parler du Jordan français qui jouait à Pau. Et c'est la seule fois qu'il s'est déplacé en Europe. D'habitude, il ne se déplace jamais en Europe. Et j'ai cette fierté. Et je suis content d'avoir vu le logo en vrai. C'est parce que, si vous savez, le logo qu'il y a de la NBA, c'est Jerry West qui y a dedans. Et pour moi, c'était... après quelques années, hein, pas sur le jour J quand il est venu à Pau. Parce qu'au fait, je savais qu'il allait venir, mais quand, je ne savais pas. Donc, je suis au match tout ça et je vois les gens regarder vers la porte. Je suis sur le terrain, je regarde, je vois Jerry West. Je ne savais pas qui c'était. Donc, il s'assoit. Et donc, mon manager, je suis à 2 points. Mon manager, il me dit, ouais, bon, il va falloir y aller, tu as la pression? Je lui dis, mais c'est une Henken. Je lui dis, non, parce que je n'arrive pas, c'est juste que je n'arrive pas à jouer. Bon. Et en deuxième mi-temps, j'en mets 27. Et puis, c'est là qu'il a confirmé qu'il avait vu le Jordan français. Et c'est pour ça que ma cote, elle est passée de 31e à Dallas. Et elle est passée 11e en 2 semaines. Ah, c'est sur ce match-là face à Jerry West. C'est ce match-là, ouais. Et son influence, il a dû en parler un petit peu à tout le monde, etc. Ouais, après, les mots, il passe les mots, voilà. Et donc, je lui en dois beaucoup à Jerry West. Et par rapport à la draft, tout à l'heure, tu en parlais, avec Boris, vous êtes drafté la même année. Vous avez vécu tout ça ensemble? Au fait, on n'a rien vécu. Au fait, je ne pense pas que Boris ait vécu la draft non plus. Parce que le lendemain, on jouait contre la finale. Et qu'il ne fallait pas se rater parce qu'on allait prendre cher. Les mecs, parce que dans les médias, ils commencent à dire ouais, les mecs ils sont déjà focus sur la NBA, ils sont plus focus sur la finale. Mais moi, j'avais déjà fait l'écart un peu entre la finale et partir en NBA. Parce que partir en NBA, c'était déjà acquis. Mais la finale, c'était ce que j'avais travaillé toute l'année pour.
Donc il fallait que je me concentre sur ça. Et puis on a joué le dernier match. Et puis bon, mon dernier match, j'étais un peu chambreur, c'était contre l'Asvel. Donc j'étais derrière le banc de l'Asvel, je chambrais un peu, j'étais content. Donc la dernière fois que j'ai porté le maillot de peau. Est-ce qu'on peut poser une question sur l'argent? Oui. Tu sais que nous, on adore parler de ça et on pose toujours la question. Bien sûr que la NBA ouvre des portes, bien sûr, à un changement de vie, de qualité de vie énorme. Raconte-nous un petit peu combien tu gagnais à Pau et combien ensuite tu as gagné sur, disons, ton premier chèque en NBA. Est-ce que tu t'en souviens déjà? Je vais vous dire, à Pau, je gagnais 15 000 francs. À l'époque, ce n'était pas encore en euros. L'euro est arrivé en 2003, en 2002. Donc, c'était à peu près 15 000 euros, un truc comme non, même voire moins, 13 500. Euros Donc, ou francs? Euros. Ma dernière année, 13 500 euros. Ah, en euros? Ouais. Ok. Et après, quand je suis parti en NBA, au fait, je vais vous dire, je n'ai jamais regardé combien je touchais. Parce que j'étais tellement concentré sur le basket et que c'est pas l'argent qui allait me faire changer. Je voulais toujours rester sur ma vision, ma concentration et essayer de progresser. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'argent, c'est normal qu'on parle d'argent. C'est-à-dire que les gens ils vont bosser pour un seul but, c'est l'argent. Tout le monde court après l'argent. Je suis sûr que si c'était quelque chose de négatif, personne, on ne serait jamais parlé de l'argent. Donc moi avec l'argent, on n'est pas, T'as pas lié ta carrière non, et ta vie non, mais j'ai pas lié. ce que tu gagnais. Ma personnalité n'est pas liée à l'argent. D'accord. Parce que je me rappelle, il y a 3 ans, on pouvait avoir tout l'argent du monde. Ok, on pouvait avoir des milliards. Mais qu'est-ce qui pouvait acheter un masque à 15 centimes? Personne, quand il y a le Covid. Donc on se demandait ce que l'argent vaut tout l'or. Mais il n'empêche que quand tu reçois ce premier chèque de NBA, il y a plus de zéro. C'est quand même un game changer, même si ça ne change pas qui tu es. Dans ton quotidien, ça ne change rien, non? Au fait, on ne le voit pas. Au fait, c'est fait par virement. Et après, on vous donne le bulletin de salaire. Mais le bulletin de salaire, je ne l'ai jamais ouvert. En fait, parce que si on regarde, au fait, le rêve, il s'arrête. On n'a plus d'objectif. Et on se dit, ouais, on se contente de ce qu'on a. Mais moi, je ne voulais jamais regarder, je voulais avancer, aller le plus loin possible. Mais après, tout en évitant les blessures. Après, j'étais souvent blessé, le genou, les chevilles, l'épaule. C'est vrai que ça m'a un peu freiné dans mon élan. Mais j'ai jamais voulu être attaché à l'argent. J'ai vécu sans, je peux bien vivre sans. T'as pas fait de folie alors sur les Non, premiers... j'ai jamais vu de folie. Moi, la rumeur qui dit, c'est que l'argent que tu as gagné, même si tu ne regardais pas, tu l'as plutôt bien investi et que justement, tu n'as pas fait de folie. C'est vrai ça? Ouais, au fait, j'avais une vision, c'est-à-dire que je voulais investir pour ma prochaine génération. C'est-à-dire que j'ai sacrifié ma jeunesse, j'ai sacrifié ma vie personnelle en faisant des sacrifices, d'aller à l'entraînement tous les jours et d'être rigoureux dans ce que je faisais pour pouvoir laisser quelque chose pour la prochaine génération. Et c'est pour ça que, bon, j'espère que j'ai bien investi, on ne sait jamais, mais pour mes enfants. Parce que tu arrives quand même dans une franchise et d'une ville qui est basket, même si tu le savais, tu ne connaissais pas San Francisco. Les Warriors, c'est une franchise historique qui avait un passé, qui va avoir un grand futur aussi. Toi, tu arrives un petit peu dans un entre-deux de cette franchise avec laquelle tu vas quand même vivre quelque chose de grand, notamment ces playoffs 2007 où vous tapez les Mavs. Raconte-nous un petit peu entre ta saison rookie et jusqu'à ce coup de folie en playoff là. Mais ma saison rookie, je passe d'une saison avec Pau et la transition en NBA. Donc je me retrouve à jouer devant 8000 personnes. Je suis content, c'est mon public. Et là, je me retrouve à jouer devant 18 000 à 20 000 personnes. Et donc, je me retrouve dans une équipe, à l'époque, les Warriors, que j'avais pas au début, je n'avais pas le niveau NBA. Ça a été très dur pour moi de retrouver le niveau NBA. J'étais athlétique, mais je n'avais pas encore vraiment le niveau que je souhaitais. C'est-à-dire que c'est normal. Ça vous prend à peu près 3 ans de vraiment connaître comment le jeu NBA se joue, la défense et tout le mécanisme offensif. Parce qu'il y a beaucoup d'options qu'on ne voit pas.
Et donc, ça m'a vraiment pris 3 ans. Et puis, je me suis vraiment éclaté mes 2 dernières années avant de partir au Magic. Raconte-nous un petit peu ça, là, c'est intéressant sur ton adaptation en NBA. Vas-y, va plus loin. J'ai envie que tu nous développes ça. Comment ça se traduisait à l'entraînement par rapport aux coéquipiers et puis ensuite en match, tu nous disais tout à l'heure que tu n'avais pas peur, donc j'imagine que c'était pas ça. C'était pas le fait de jouer devant 20 000 personnes qui te faisait peur. C'était vraiment te placer par rapport aux coéquipiers, en défense, de pas jouer l'interception ici ou là, ou la hiérarchie d'équipe. J'en sais rien. Dis-nous tout. Ben, le basket par toutes les langues. Pour moi, le plus dur a été de parler la langue et de comprendre ce que le coach disait avec les coéquipiers. Et donc, au début, je captais rien. Moi, je vais vous dire, je comprenais que dalle. Hein. Moi, C'est pas le premier à c'était... nous dire ça. Ouais, c'est fou. Ouais. À nous dire que tu arrives là-bas, que tu t'entraînes et que tu comprends, tu pipes pas un mot, quoi. Même Tipeee qui est américain, Ouais. on lui disait c'est le petit Frenchie, donc. C'est Oui, dingue, ça, quand même. mais Tipeee, il avait quand même ce côté, cet ADN américain. Bien sûr, bien sûr. Donc, pour lui, c'était plus facile de traduire cette langue que nous. Donc, il avait quand même les automatismes américains que son père, il a. Donc, nous, on n'avait rien. Hein. Nous, nos pères sont antillais, ils sont médocains. Et les mecs, voilà. Les mecs, ils viennent de Sauternes. Et les mecs, ils sont au rouge tous les jours. Voilà. Donc, nous, on n'avait rien, nous. Et donc, c'est vraiment dur. Ouais, franchement, c'est vraiment dur. Avec le recul, c'est quoi les différences du coup entre ce que tu as connu en France, vraiment dans le type de jeu, et la NBA? On en regarde beaucoup, mais en tant que C'est joueur. pas pareil. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, une voiture faite à la française et une voiture faite à l'américaine avec des options. Et des options, c'est quand je regarde les playoffs et que tu parles d'Embiid, c'est normal parce qu'il y a tellement d'options dans un système que le coach, il appelle la première option. Donc les mecs, je les connais, s'il appelle la première option, il n'y aura pas ni 2 ni 3. Donc il va falloir repartir en défense. Mais moi, ce que j'ai appris en NBA, c'est que dans un système, il y a 15 options. Il ne faut pas rater les options, sinon on est sur le banc. Mais c'est vraiment passionnant. Alors qu'en France, on a l'impression de faire un système pour aller au bout. Mais au fait, entre le démarrage du système et la fin, il y a tellement d'options qu'on peut exploiter avec tous les joueurs talentueux qu'on a sur le terrain, qu'on n'arrive pas à exploiter. C'est-à-dire que la balle en France, c'est pour ça que le basket en France, il est un peu slow. C'est-à-dire qu'on arrive la balle au meneur et à la fin la balle au meneur. Mais au fait, on a dépassé Boris Diaw, Ronny Turiaf, Michael Petrus, nanana. Mais même si Tony était meneur, mais après, il y a Émeric Janot. Quand Tony est lié, oui. Mais quand il y a Émeric Janot, il faut faire tourner Boris, il faut faire tourner Ronny, moi. Il y a des options qu'on peut exploiter avec nos talents, qu'on puisse surélever le basket européen. Parle-nous un petit peu de ce run de playoff extraordinaire, parce qu'on le sait, tu l'as dit tout à l'heure, tu as été souvent blessé, tu as eu du mal à t'installer dans ce pays et à comprendre la langue. We Believe 2007, c'est un souvenir extraordinaire pour nous tous. Baron Davis, Stephen Jackson, une équipe franchement qui nous a fait honnêtement rêver, une des meilleures ambiances des 25 dernières années en NBA. Raconte-nous un petit peu à la fois tes coéquipiers, Baron Davis, Stephen Jackson, qui sont des grandes gueules, mais aussi comment vous avez réussi à faire cet upset extraordinaire face au Mavs. Ben, je vais vous dire, on avait un grand coach. On avait un grand coach. Franchement, c'est un coach extraordinaire. Don Nelson, c'est la Bible du basket américain. Vraiment, je pense que Greg Popovich, il a beaucoup appris de ses systèmes à lui. Bref, on arrive, on fait des transferts. Baron Davis, il arrive. Il y a Stephen Jackson, Al Harrington, Matt Barnes, moi, il y a quelques joueurs qui arrivent sur le terrain. Et puis, on commence à faire la saison. Bon, l'objectif, c'est de faire les playoffs. Après 13 ans, je pense. 15 ans, j'ai regardé, 15 c'est 15 ans sans playoff. Donc, on arrive à jouer. Bon, des fois, on bricole, on va ci par là, on met quelques briques, tu vois. Mais à un moment donné, la deuxième partie de la saison, on commence à avoir de l'espoir qu'on peut arriver à faire les playoffs. Et donc, ça nous a pris jusqu'au dernier match. Je ne sais pas si, à ce moment-là, on réalise qu'on peut le faire. Et donc, c'était le match à Portland. Et on gagne de 13 points. Il ne fallait pas qu'une autre équipe gagne, mais on arrive à gagner. Et donc, dans les vestiaires, on est content. On va faire les playoffs. Et je me rappelle, le coach Don Nelson, il dit hey, les gars, calmez-vous. Oui, on vous écoute. On va les niquer. Ah bon? Après, En français ou après, il les connaît bien, Don Nelson. Ah oui, Mavs. voilà. Ah ouais. Moi,
sans Oui, non, mais hein. non, je t'en Et il dit, ouais, on va les niquer. Ah ouais? Au fait, on les a niqués. Au fait, notre but, c'était même pas d'aller au deuxième tour. Nous, on était juste contents de faire les playoffs. Mais on connaissait leur jeu par cœur de A à Z. Au fait, les Mavericks, cette année-là, ils ne pouvaient pas nous battre. On connaissait leur jeu, mais tout le monde. Et puis, il y a eu cette euphorie dans la salle où le public, au bout du deuxième match, du troisième match à la maison, ils ont crié de We Believe. Ça veut dire We Believe we can beat them. Et puis, on s'est retrouvé à battre le MVP. La première année, C'est en finaliste l'année dernière. au final, première Équipe de de l'Ouest. la division. Ouais. Et puis, on était contents. Après, on a pris l'eau à Utah. Hein. Ouais, Moi, je vais vous pas dire. beaucoup, ça. Oui, mais mentalement, pour aller jouer à Utah, c'est dur. Parce que vous atterrissez entre les montagnes et vous repartez entre les montagnes. Donc, j'avais du mal avec Utah. Et puis voilà, ça s'est terminé comme ça. Et puis, on est resté dans l'histoire. Et puis, la nouvelle génération est arrivée derrière, les Stephen Curry. Et maintenant, Justement, c'est marrant que tu parles de Steph Curry et Klay Thompson qui arrivent, puisqu'on sait que les Warriors, via le small ball de Steve Kerr, va faire des miracles. Mais le premier small ball des Warriors, il arrive avec Don Nelson. Tu vas même jouer pivot avec Don Nelson. au fait, j'ai joué pivot. J'ai défendu Yao Ming à Houston. Mais écoute, j'étais pas si mal que ça. Il était grand, mais j'étais pas si mal. Je voyais rien, mais dès qu'il ratait un shoot, j'avais l'impression que j'étais le meilleur défenseur du monde. Après, non, c'était notre façon de jouer, c'était le small ball. Et moi, ce qui me fait plaisir avec la génération Steph Curry, j'ai l'impression d'avoir participé à ce titre aussi. J'y étais pas, mais j'ai l'impression d'avoir eu cet ADN qu'ils ont reformulé à leur façon et qu'ils ont pu gagner un titre avec. Ils ont gagné même 3 ou 4 titres avec. Parce que je me rappelle, à l'époque, les gens disaient qu'avec cette façon de jouer au basket, vous ne gagnerez jamais un titre. Ils en ont gagné 4. Et donc, moi, je suis content pour Steph. C'est un truc qui a marqué la franchise, en tout cas. Ah, mais de fou, bien sur sûr. lequel, derrière, ils ont su, quelque part, amener, drafter des joueurs pour. Parce qu'on sait que derrière, Bien sûr. Klay Thompson, Steph Curry, ils sont draftés pour jouer ce type de basket-là. Ouais, ils ont fait une équipe autour. Draymond Green, il ne fait pas 2,18 m non plus. Ah non, ça c'est clair. Hein. Donc, cette équipe a été formée avec la souche de 2006. Tu peux nous parler de Stephen Jackson? Bon, maintenant, il a un podcast et je pense que le grand public apprend à le découvrir. Pour nous, Stephen Jackson, c'est une bagarre mémorable à Détroit. C'est un joueur fantastique, un bête de titre avec les Spurs, le premier de Tipeee. C'est un super joueur, mais il y a eu tellement de choses extrasportives. Est-ce que tu t'entendais bien avec lui? Moi, je m'entendais super bien avec Stephen Jackson. C'est l'un des meilleurs, c'est l'un des joueurs que j'apprécie le plus en NBA. Il est authentique, il est vrai, il a son franc-parler, il ira se battre pour vous sur le terrain, il va vous aider, il va tout faire pour vous sentir confortable. S'il y a le moindre problème, il va le régler. Pas en dehors du terrain, mais il veut que tu sois à ton potentiel. Il faut que tu sois heureux quand tu joues. Et c'est, franchement, le voir aujourd'hui avec son podcast, il n'a pas changé. Stephen Jackson est toujours Stephen Jackson. Moi, franchement, j'apprécie vraiment. Mais cette équipe, c'était une équipe un petit peu de tête brûlée, quoi. Matt Barnes, Baron Davis, Harrington, ouais. à Larrington, il y avait une âme assez incroyable. Mais je pense qu'il fallait ça dans cette équipe, parce qu'il y avait quand même des joueurs posés. Moi, j'étais un peu posé. Mais eux, c'était comme, je ne dirais pas que c'était des têtes brûlées, c'était des combattants. C'était des mecs qui allaient au combat. Et après, il y avait Monte Ellis aussi, mais il n'y a pas fait les playoffs avec nous. Mais c'est des mecs avec du recul, j'apprécie encore plus. Tu as tes contacts encore avec eux? Non, j'ai pas de contact. On a perdu le contact. On va leur envoyer. Après, quand on se revoit aux États-Unis, on se voit. On va leur envoyer ça sur les réseaux. Tu sais, ça peut aller vite comme ça. Ouais. Ça va lui faire plaisir à Stephen Jackson. Ouais, ça, c'est mon gars. Hein. Il y avait aussi Magdon Levy Jr. Ah oui. À qui tu as pris un petit peu du temps de jeu et des minutes. Mais j'ai surtout envie qu'on aille sur Magdon Levy Jr. qui va devenir le nouveau GM des Warriors. Est-ce que déjà tu voyais en lui, dans sa manière d'être, un futur GM? Déjà, Mike Dunleavy faisait partie des mecs, les mecs posés que je viens de mentionner avec Troy Murphy. Et donc, ça ne m'étonne pas que si Mike Dunleavy, aujourd'hui, il est GM des Golden State Warriors. Et je pense qu'il a toujours mérité. C'est un joueur quand même qui a fait une très belle carrière. C'est un très beau shooter. Il vient de Duke.
Et puis aujourd'hui, je pense que on va voir. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de voir est-ce qu'il aura l'ADN de ce qu'on avait en 2006 et le transmettre à la nouvelle génération des Warriors. Bon, il était déjà au sein de la franchise, il était assistant, etc. Donc c'est vrai que nous, on aime bien aussi quand les anciens joueurs s'installent dans les franchises. Comme ça, c'est une bonne chose. Sur cette première partie là, de carrière, avant d'aller sur le Magic, dis-nous quels sont les joueurs qui t'ont le plus impressionné. On a parlé de Kobe tout à l'heure, mais la première fois qu'on joue contre ces mecs-là qui sont au top à ce moment-là, franchement, ça doit être... tu vas pas dormir la nuit, un peu comme Erwan quand il joue contre toi. C'est la génération des scoreurs féroces, quoi. Tu as parlé de T-Mac tout à l'heure, Voilà, c'est Kobe, la génération des mecs qui Iverson. mettent 30-35 Ouais. par soir. Et toi, dans ton rôle, c'est... Vas-y, gros. Moi, la première fois que j'ai vu Kobe, c'était en pré-saison. J'ai jamais eu peur. Parce que vous, ça peut vous faire peur parce que vous le voyez à la télé. Mais moi, je voulais ce challenge. Est-ce que je peux arrêter ce mec? Il y a des fois, non, mais il y a des fois, je voulais l'agresser. Pas l'agresser, je voulais l'agresser sur le terrain et voir comment il répondait à ça. Mais en même temps, je me disais que j'avais de la chance de regarder quand même l'un des meilleurs joueurs du monde. Et c'est pour ça que j'étais content de le défendre parce qu'il y avait des photographes, donc j'étais à côté à la photo. J'étais content. Tu vois, quand ils montrent des photos de Kobe, je suis à côté, tu vois, là, je me dis, oh, je fais partie de sa vie un peu. Et non, c'est vraiment dur parce que Kobe, c'est vraiment dur. Hein. On dit que c'est la petite version de Jordan, mais si la petite version elle est comme ça, la vraie version elle est comment? Franchement, là, c'est... Après, il y a eu LeBron. Après, il y a eu pas mal de joueurs. T-Mac, T-Mac, Melo. Melo. Qui sont les joueurs qui t'impressionnent le plus? Bon, on parlait de Kobe là, mais tu vois, si tu devais faire hiérarchiser ces mecs-là, d'après toi, qui étaient les plus forts, les plus difficiles sur lesquels il fallait défendre? Melo. Melo, Monte Ellis. Après, il y en a eu. Hein. Mais Melo, pour moi, c'est le plus dur. Hein. Paul Pierce a dit ça il n'y a pas longtemps. Paul Pierce. Paul Pierce a dit que Melo, c'était le plus dur à défendre. Melo, c'est le mec le plus dur à défendre dans la ligue. Tout le monde dit toujours ça. C'est Melo. C'est dingue, hein? C'est... Technique et Bah ouais, et il est costaud, balèze. quoi. Non, mais non, à l'époque, il faisait un truc à Denver. C'était difficile à arrêter. Mais pour moi, le plus dur, mais pour tout le monde dans la ligue, c'était Melo. Et c'est dommage, qu'il n'ait pas pu gagner un titre, qu'il a terminé sur cette note, parce que c'est quand même un joueur de ma génération de 2003, c'est une belle draft. Et c'est dommage qu'il n'ait pas pu terminer sur un titre. Après, il a essayé de jouer aux Lakers, ça n'a pas marché, donc bon, c'est dommage. Arrivé sur le terrain, je me suis dit, bon, c'est bon, je vais créer un style de jeu que les Magic, ils n'ont pas. C'est-à-dire que transition et shoot à 3 points direct. Et c'est comme ça qu'on a commencé à avoir du succès. C'est-à-dire qu'en fait, on montait la balle, on me la donnait, bam,